En nombre de la Asamblea General. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence Monsieur Rafael Correa, président de la République de l'Équateur, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Buenas noches con todas. Bonsoir à tous et à toutes, Monsieur le Président de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Et nous appuyons totalement la proposition de notre collègue, compagnon, vice-président Costa Rica, que le prochain secrétaire général soit une secrétaire générale. Et notre région a de grandes dames, Madame Bachelet, Madame Kirchner, Madame Rousseff, entre autres. Mesdames et messieurs chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs ministres, délégués ici présents, mesdames et messieurs, merci d'être ici. C'est pratiquement un acte héroïque. Ce matin, il y a eu 19 interventions. Cet après-midi 16, ça fait 34, avec 2 heures de retard. Merci au personnel des Nations unies de son sacrifice. Je pense qu'il faut changer la méthode. Cela n'a aucun sens. Après la 3e séance, qui écoute encore quand on arrive à la conférence 34, si en 3 minutes je ne vous touche pas, je vous ne aime pas, à ce moment-là, tout le monde va quitter la salle. Donc merci d'être ici. En tout cas, ça aurait pu être pire. J'aurais pu être Evo Morales qui lui prend la parole après moi. Cher ami, je te salue. Chers compagnons, chères compagnes, l'Organisation des Nations unies est née le 24 octobre 1945, des cendres de la Deuxième Guerre mondiale, afin de veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Face à l'Holocauste, nous estimions que la paix était uniquement l'absence de guerre. Au XXIe siècle, 70 ans plus tard, la paix doit être surtout la présence de la justice, la présence de la dignité, la présence du développement. Gandhi nous le disait déjà, la pauvreté est la pire forme de violence. La communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, la CELAC, a proclamé notre région continent de paix. Mais l'opulence insultante d'une poignée d'individus à côté d'une pauvreté intolérable sont autant d'atteintes quotidiennes à la dignité humaine. La paix sans justice n'est que pacification. Les 164 millions de personnes en Amérique latine qui vivent dans la pauvreté, dont 68 millions vivent encore et toujours dans l'extrême pauvreté, attendent toujours la justice, la liberté et une vraie démocratie, pas uniquement la possibilité d'organiser régulièrement des élections. Surmonter la pauvreté, chers amis, voilà la principale nécessité morale pour la planète. Car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la pauvreté ne s'explique pas par un manque de ressources ou par des facteurs naturels, mais bien par des systèmes injustes d'exclusion qui sont le fruit de structures malsaines de pouvoir. Je l'avais déjà dit, Frédéric Bastiat, le penseur français, l'avait déjà dit il y a 2 siècles, quand il a dit « Le pillage devient un mode de vie pour un groupe d'hommes vivant dans des sociétés. Ces hommes, au fil du temps, se créent un système juridique qui les autorise, un code moral qui les glorifie. » Fin de citation. Et pour ceux qui veulent nous voler des concepts aussi sublimes que celui de liberté, qu'ils comprennent bien, il n'y aura pas de liberté sans justice, mais plus encore,
dans des régions aussi inégales que l'Amérique latine, ce n'est qu'en cherchant la justice que nous parviendrons à la véritable liberté. Voilà pourquoi nous ne pouvons nous satisfaire d'objectifs à minima, à l'instar des objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Des objectifs à minima reviennent à légitimer la réalité actuelle et le bénéficiaire est inférieur aux autres. Et il est impossible à ce moment-là de modifier les relations de pouvoir entre les sujets et les sociétés. Comme l'a dit le secrétaire général Ban Ki-moon ce matin, notre idéal n'est pas que la population soit en vie, mais de lui donner une vie digne, une vie pleine dans l'égalité, sur un pied d'égalité avec tout autre être humain. Nous pensons que les 17 objectifs de développement durable 2015-2030 s'approchent davantage de cette attente. Nous proposons des objectifs communs, pas uniquement sur un minimum de vie, mais bien sur des maxima sociaux, le sumak kaosai, le bien vivre de nos peuples ancestraux, ce qui signifie vivre dans la dignité, en satisfaisant des besoins fondamentaux, en harmonie avec soi-même, avec les autres êtres humains, avec les différentes cultures, en harmonie avec la nature. Cependant, et comme nous l'avons dit hier, dans ce même endroit, l'absence dans le programme 2015-2030 d'un objectif portant directement sur la liberté de circulation humaine est une mission des plus déplorables. Le paradoxe immoral qui veut que d'une part, l'on promeuve la libre circulation des marchandises, des capitaux en recherchant la rentabilité maximale, alors que d'autre part, l'on pénalise la libre circulation des personnes qui cherchent un travail digne. Ce paradoxe est purement et simplement intolérable, intenable sur le plan éthique. C'est là l'une des grandes incohérences de la mondialisation néolibérale. Elle ne cherche pas à créer une société planétaire, elle cherche uniquement à créer des marchés planétaires. Elle dépend totalement du capital et non des êtres humains. La solution, ce n'est pas d'ériger davantage de frontières, la solution c'est la solidarité, c'est l'humanité. Ce sont des conditions propices à la prospérité, à la paix, qui découragent l'émigration. Une grande nouveauté, c'est que dans les objectifs de développement durable, comme l'indique leur nom, l'on tient dûment compte du respect de la planète. Et globalement, dans le monde, on constate une amélioration de l'efficience des processus de production. Il y a une diminution de l'intensité énergétique mondiale, c'est-à-dire la quantité d'énergie nécessaire par unité de produit. La diminution donc a été d'1,2% par an entre 1971 et 2009. Mais en dépit des progrès technologiques, en dépit de la dématérialisation de l'économie, il y a une plus forte consommation d'énergie mondiale. Les émissions ont été multipliées par 3,6 en 50 ans, ce qui représente une croissance moyenne annuelle de 2,6%. Si cette tendance venait à se conforter, dans 28 ans, les émissions actuelles auront doublé. Tout nous montre que la consommation d'énergie et la génération d'émissions sont directement proportionnelles au niveau de revenus, ce qui signifie que la consommation l'emporte sur l'efficience. Un habitant des pays riches émet 38 fois plus de CO2 qu'un habitant des pays pauvres. Tout cela nous amène au principe des responsabilités communes mais différenciées. Bien sûr, il y a également un impact environnemental en lien avec la pauvreté, par exemple l'érosion des sols, l'absence de traitement des résidus solides, etc. En outre, un autre problème se pose.
La différence entre les rendements énergétiques dans les pays riches et pauvres est abyssale et ce fossé se creuse au fil du temps, concrètement de 4 à 5 fois de 1971 à 2010. Pour combler ces fossés, il faut avoir accès aux connaissances, à la science, à la technologie. À nouveau, il y a ici une disparité énorme entre pays riches et pays pauvres. Les pays riches, chaque année, font 1,360 million demandes de brevets, alors que les pays pauvres regroupés ont fait uniquement 9 170 demandes de brevets. Les inégalités mondiales ne se reflètent pas uniquement dans la répartition des émissions, mais bien également dans l'impact des changements climatiques et du réchauffement mondial. Des pays tels que l'Équateur sont responsables de moins de 0,1% du total d'émissions de CO2, mais subit les conséquences des changements climatiques. Par exemple, le seul pingouin qui arrive à la ligne d'équinoxe, le Spheniscus mendiculus, que l'on appelle communément le pingouin des Galapagos, est menacé d'extinction en raison du réchauffement des eaux marines superficielles. Voilà pourquoi il nous faut tendre à une déclaration universelle des droits de la nature. Le principal droit universel de la nature devrait être que la nature puisse continuer d'exister, mais également qu'elle puisse continuer d'offrir les moyens nécessaires à la vie pour que nos sociétés puissent vivre avec ce sumac causai. Voilà quelle doit être l'idée clé pour éviter certains fondamentalismes. L'être humain n'est pas le seul à être important dans la nature, mais il n'en reste pas moins le plus important. Cependant, ces responsabilités communes mais différenciées et le rôle que joue l'accès aux connaissances, à la science, à la technologie, malgré cela, il existe actuellement, paradoxalement, une nouvelle division injuste internationale du travail. Les pays riches génèrent des connaissances qu'ils privatisent et les pays pauvres ou à revenus intermédiaires produisent des biens environnementaux qu'ils consomment gratuitement. La connaissance en général est un bien d'accès libre, c'est-à-dire que l'exclusion est techniquement impossible ou très onéreuse. Pour éviter le libre accès, en d'autres termes, pour privatiser le dit bien, l'on érige des obstacles institutionnels, à savoir des droits de propriété intellectuelle. Les pays du bassin de l'Amazonie produisent également des biens d'accès libre, dans le cas présent environnementaux, qui régulent le climat mondial et sans lesquels la vie sur Terre se verrait nettement dégradée. Malgré cela, les grands polluants mondiaux ne payent rien pour consommer ces biens et services environnementaux. Et l'on croit parfois que la génération de biens environnementaux se fait sans coût. Le fait est que c'est une production qui peut s'avérer extrêmement onéreuse, pas en termes de coûts directs, mais dans le sens de ce à quoi nous renonçons pour produire ces biens environnementaux. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui exigent que l'on n'exploite pas le pétrole en Amazonie. Mais cela représente un coût énorme en termes de revenus non perçus. Et avec chaque jour qui passe, c'est un enfant qui ne va pas à l'école, c'est une communauté qui n'a pas d'accès à l'eau potable. Ce sont des personnes qui meurent de maladies que l'on aurait pu éviter, de véritables pathologies de la misère. Ce n'est qu'en compensant la consommation de biens environnementaux que l'on n'aurait plus besoin de financement du développement. Et voilà ici une autre idée fondamentale dès lors qu'il est question de durabilité. Dans les pays pauvres, la préservation ne sera pas possible si elle ne suppose pas de nettes améliorations du niveau de vie de la population. Comme l'a dit le pape François dans son encyclique Laudato Si, une véritable démarche écologique devient toujours une démarche sociale. L'accès à la science et à la technologie est essentiel pour les pays pauvres qui luttent contre les changements climatiques et contre la pauvreté. Il est capital, comme
l'avait dit le président du Paraguay, Horacio Cartes, il est indispensable de déclarer que les technologies qui atténuent les changements climatiques et leur impact sont des biens publics mondiaux et d'en garantir le libre accès. La nouvelle répartition internationale du travail, chers amis, est un paradoxe total. Les biens d'accès libre devraient être ceux qui n'ont pas de rivalité, de concurrence en termes de consommation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de coûts supplémentaires s'ils sont consommés par une personne supplémentaire. Par voie de conséquence, une fois qu'ils sont créés, plus le nombre de personnes utilisant le bien est élevé, mieux c'est. C'est normalement la caractéristique des connaissances, de la science, de la technologie. Comme l'avait dit à juste titre George Bernard Shaw, si tu as une pomme et que moi j'ai une pomme, et que nous échangeons ces pommes, à ce moment-là, toi et moi aurons chacun une pomme. Mais si toi tu as une idée et que moi j'ai une idée et que nous les échangeons, alors nous aurons chacun 2 idées. Et à l'inverse, quand un bien vient à manquer ou est détruit au fur et à mesure où il est consommé, à l'instar des biens environnementaux, à ce moment-là, il faut en restreindre la consommation pour éviter ce que Garrett Hardin a appelé la tragédie des biens communs. Pourquoi ne pas faire ce qui est évident? Pire encore, pourquoi faire exactement le contraire? Parce que le problème n'est pas technique, mais bien politique. La nouvelle répartition internationale injuste du travail n'est rien d'autre que la logique malsaine visant à privatiser les bénéfices et à mettre en commun les pertes. Rien ne peut justifier cette démarche, si ce n'est le pouvoir. Imaginons pendant un instant que la situation soit inversée et que les producteurs de biens et de services environnementaux étaient les pays riches et les pays pauvres ou les pays à revenus intermédiaires étaient les pollueurs. Qui pourrait douter du fait qu'ils ne nous auraient pas même envahis pour exiger, entre guillemets, une juste indemnisation. C'est impressionnant, chers amis, mais le problème des changements climatiques pourrait être réglé à grand renfort de justice, dans le cas présent de justice environnementale. Et malheureusement, comme le disait Thrasymachos il y a plus de 2000 ans dans son dialogue avec Socrate, la justice n'est que l'intérêt du plus fort. Fin 2015, nous allons organiser la 21e conférence des États parties des Nations Unies à Paris. Si nous échouons lors de cette conférence, si nous ne parvenons pas à des accords contraignants pour protéger la seule planète que nous avons, nous pouvons commencer à creuser la tombe de notre civilisation. Mais si nous remportons la victoire, nous organiserons la 22e conférence des États parties en pensant au cantique du premier manifeste écologique écrit en 1225 par saint François d'Assise, qui témoignait de toute sa reconnaissance aux frères le vent, à l'air, aux nuages, au ciel serein de tout temps. Chers amis, l'Équateur est empli d'espoir à la vue du rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Nous espérons que cela conduira à la levée de l'embargo et au retrait de la base de Guantanamo. Ce ne sera pas là la concession d'un pouvoir quelconque, mais bien le triomphe de la justice et de la dignité du peuple cubain. Nous avons entendu le président Obama dire qu'il proposait de changer 50 ans d'embargo, non pas parce que c'est en violation du droit international, du droit du peuple cubain, mais parce que ça n'a pas fonctionné, nous dit-il. Ici, il n'y a pas de concession, c'est une question de justice, de dignité du peuple cubain. 50 ans de résistance. Nos peuples n'accepteront plus jamais la tutelle, l'ingérence ou l'intervention
La mémoire de nos peuples est lacérée par les abus, la violence du passé, même si l'on nous demande de l'oublier et de nous concentrer uniquement sur l'avenir. L'Équateur soutient l'Argentine dans sa défense de ses droits souverains sur les îles Malvinas. Nous dénonçons ce néocolonialisme du XXIe siècle qui est inacceptable. Nous reconnaissons l'État de Palestine qui doit être un État membre de notre organisation jouissant des pleins droits avec Jérusalem-Est comme capitale dans les limites établies en 1967. Nous nous félicitons des accords récemment passés entre le gouvernement de Colombie et les FARC. L'Équateur aspire à la paix pour la Colombie et nous les soutenons dans cette entreprise. L'Équateur dit toute sa solidarité envers le peuple syrien, victime d'un conflit qui a détruit des familles, des biens, des personnes. Certaines puissances ont fait fi du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et n'ont fait qu'exacerber la violence. Nous espérons pour le peuple syrien que sera rétablie la paix et nous rappelons que seul le peuple syrien peut choisir son avenir. L'Équateur est très attaché à sa relation avec l'Afrique. Nous allons d'ailleurs accueillir le 4e sommet Afrique-Amérique du Sud en mai 2016, auquel tous les pays de ces deux régions sont invités. En octobre 2016, nous accueillerons également la conférence mondiale sur les installations et développement urbain durable, Habitat 3, qui n'a lieu que tous les 20 ans et lors de laquelle sera formulé le nouveau programme urbain. Nous sommes convaincus qu'il existe un droit à une ville sans exclusive avec une croissance urbaine durable. Enfin, je tiens à saisir cette occasion qui m'est donnée pour dénoncer une fois de plus devant le monde une catastrophe environnementale 85 fois pire que l'accident de British Petroleum qui avait coulé dans le golfe du Mexique en 2010 et 18 fois pire que l'accident d'Exxon Valdez en Alaska en 1989. Je vous parle ici de la pollution causée par Texaco, compagnie pétrolière qui avait opéré dans l'Amazonie équatorienne jusqu'en 1992, qui a été rachetée par la multinationale Chevron en 2001. Chevron, troisième plus grande compagnie des États-Unis, a fait l'objet d'une plainte il y a 20 ans environ, déposée par les communautés autochtones de l'Amazonie touchées par la pollution. Il s'agit d'une affaire purement privée, communauté de l'Amazonie contre Chevron Texaco. Chevron a passé les 10 dernières années à se battre pour ne pas être jugé devant les tribunaux de New York, lieu de domicile de l'entreprise, mais bien à être jugé sur le lieu de la commission de l'infraction dans la province de Sucumbíos, en Équateur. Cependant, comme il a perdu le procès, a été condamné à verser une importante somme, il a passé les 10 dernières années à détruire ces mêmes tribunaux qu'il avait défendus avec un grand enthousiasme lorsqu'il pensait encore pouvoir les acheter. Il a dépensé des centaines de millions de dollars dans une campagne mondiale visant à discréditer l'Équateur. Les entreprises transnationales doivent cesser ces atteintes aux États et au peuple du Sud. L'Équateur lance un appel aux États membres afin qu'ils participent à l'élaboration d'un traité contraignant pour sanctionner des entreprises multinationales dès lors qu'elles portent atteinte aux droits de l'homme ou qu'elles portent atteinte à la nature. Nous vous invitons à vous rendre en Équateur, à plonger votre main dans les centaines de piscines laissées par Texaco pour que vous ressortiez cette main couverte de résidus de pétrole 20 ans après que la compagnie pétrolière a quitté le pays. C'est la main sale de Chevron. Face à la superpuissance, aux milliards de dollars de Chevron Texaco, face à l'infamie de cette entreprise corrompue et source de corruption, l'Équateur utilisera l'arme la plus mortelle qui ait jamais été inventée, la vérité. Je vous remercie.
En nombre de la Asamblea Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République d'Équateur de la déclaration qu'il vient de prononcer. Et nous allons à présent prendre congé du président.